En investissement chez Mescart, gestion privée. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bon, séance assez typique de fin d'année, j'ai envie de dire. Volume d'activité, j'imagine, assez réduit et pas mal d'incertitudes. Il n'y a pas de tendance particulière qui se dégage là. Aucune. Des rebonds sur des valeurs un petit peu à la traîne. On voit Arcelor par exemple rebondir, mais bon, elle est capable de les reperdre en totalité demain. On sait que c'est un titre extrêmement volatile. Et beaucoup d'entreprises value, fonds de portefeuille qui sont un petit peu attaqués. Je vois notamment Essilor, L'Oréal à la traîne. Donc c'est un marché sans réelle tendance, avec quand même des moments relativement importants sur la reprise de l'euro contre le dollar, une sorte de stabilisation également sur le baril, et on sait que c'est peut-être un des seuls catalyseurs qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir remonter sereinement. Oui, effectivement, 36 $ pour le pétrole cet après-midi. On se stabilise, les actions légèrement positives. On va vivre ensemble cette fin de séance jusqu'à 18 h même, avec le Club de la Bourse qui commence tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, le Club de la Bourse. Deux invités à 16. Gilles Bazissière, le président d'Equity GPS, par téléphone toujours avec nous. Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart, gestion privée. Le pétrole, évidemment, ce sera une des clés. Enfin, j'ai envie de dire, le dollar, le pétrole, tout est un petit peu lié entre le dollar et les matières premières. Gilles, bon, on va pas sortir la boule de cristal. Qu'est-ce qu'on peut espérer? On a tous envie de commencer l'année 2016 en se disant oui, à un moment, ce sera l'année de la stabilisation des matières premières, voire du rebond des matières premières. Oui, alors face à l'effondrement très rapide des cours, il serait logique d'anticiper des rebonds qui pourrait être assez violent à court terme sur le secteur. Néanmoins, je pense que si on regarde la photo sur le très long terme, ouais, eh bien on se rend compte que et la COP 21, excusez-moi de revenir à une actualité relative, a contribué à mettre le doigt sur le sujet. On va avoir quand même un PNB mondial qui sera de plus en plus pauvre en énergie et de plus en plus pauvre en matières premières. De moins en moins besoin de carbone, on va dire, pour produire la production mondiale annuelle. Voilà, alors d'abord parce qu'il y a le progrès naturel, je dirais, une fois qu'on est équipé en aéroport, en train et en zone périurbaine et centres commerciaux, on est équipé. Ça c'est le cas de la Chine, qui il y a 2 ans, je crois, avait construit 50 aéroports de type Roissy-Charles de Gaulle. Donc clairement, ça ne peut pas croître, ou ça peut même pas se maintenir, donc ce rythme-là. Donc c'est naturel. En plus de ça, il y a l'aspect naturel de la chose. Mais en plus, il y a l'aspect environnemental, les normes environnementales qui, dans beaucoup de secteurs, sont devenues depuis longtemps et vont continuer à devenir à terme de plus en plus stringentes et dures. Un exemple, c'est l'automobile. Clairement, on n'a pas attendu la COP 21 pour avoir des normes stringentes en termes automobiles. Et juste un chiffre, Daimler, donc le fabricant de Mercedes, en 2020, c'est-à-dire à l'échelle industrielle, c'est quand même un peu demain, et à l'échelle des investissements, du temps nécessaire pour amortir des investissements dans des mines, dans des forages pétroliers et dans des usines, c'est demain. En 2020, la production de CO2 en grammes par kilomètre de la gamme de Mercedes, donc Daimler dans son totalité, sera inférieur à 90 grammes par kilomètre, soit inférieur au chiffre actuel d'une Renault Twingo. Et c'est tenable, ça, parce que justement, on va pas refaire l'affaire Volkswagen. Ça veut dire quelque part que ils vont consommer moins les Mercedes, le parc Mercedes en 2020 va consommer. C'est un objectif explicite que l'entreprise s'est donné, et elle est. C'est-à-dire qu'après l'affaire Volkswagen, on se pose la question quand même de la faisabilité et la capacité à atteindre ces objectifs. Elle y travaille depuis 10 ans, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons classée dans les valeurs vertes. Oui, bien sûr. Constructeur automobile de Mercedes. Daimler-Benz, parce que s'ils arrivent à leur gageure de consommer moins de 3 litres au 100 en moyenne pour l'ensemble des voitures qu'ils vendent, on aura tout simplement besoin moins d'essence.
beaucoup moins d'essence. Or, le transport routier terrestre représente 1/3 de la consommation de pétrole dans le monde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le prix du pétrole, c'est aussi de la technologie. Bien sûr, bien sûr. Et quant à Daimler, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? En fait, c'est le constructeur le plus avancé en termes d'hybrides rechargeables. Et ils vont, d'ici 2017, introduire 10 sur leurs 10 gammes les 10 produits les plus importants, vont hybridiser complètement leur gamme. Et ils ont déjà commencé, et pour l'instant, ça fonctionne. Bon, alors ça, j'allais dire, 2020, effectivement, pour l'industriel, c'est demain. En termes d'investissement, c'est même aujourd'hui que ça se passe. Pour les marchés, c'est un peu loin, Gilles. Non, mais juste pour revenir sur la question du pétrole, là, est-ce qu'on peut trouver un niveau un peu plus acceptable pour tout le monde, ou est-ce qu'on va continuer de se faire peur? C'est vrai que tout le monde a brocardé les banques américaines qui parlaient d'un pétrole à $20. Ça, c'était il y a 2-3 mois. Maintenant, on rigole un peu moins. Oui, alors il faut replacer ça dans un environnement un peu plus global. C'est-à-dire que on est dans un environnement où on a un excès d'offres par rapport à une demande qui va qui, comme le disait Gilles, va se ralentir de manière un peu tendancielle, parce que d'une part la croissance reste modérée, et puis parce qu'effectivement ces effets technologiques font qu'on consommera moins. L'offre avec tous les moins 20% d'investissements qui sont coupés pour les prochaines années, enfin je veux dire à un moment la capacité à produire, elle sera plus celle qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui provoquera peut-être à un moment donné, à l'instant T, parce que le marché s'y réintéressera et prendra conscience de ces enjeux-là, des rebonds techniques comme le disait Gilles. Donc on est bien évidemment pas du tout à l'abri de ce genre d'événements. Mais voilà, revoir un baril à $80, $100, et c'était des prévisions qu'on voyait il n'y a pas si longtemps que ça encore. Donc le baril à $20, on n'est pas des stratégistes et des spécialistes du pétrole à la française. Mais voilà, aujourd'hui on essaie de voir un petit peu les tendances. On est sur des niveaux de prix qui nous semblent aujourd'hui relativement bas. On n'exclut pas d'aller plus bas. Les $20 sont pourquoi pas envisageables. Néanmoins, voilà, on est sur un plancher qui nous semble peut-être signe d'une certaine. Aujourd'hui, on a une certaine temporisation du mouvement. Voilà, on peut avoir des rebonds à court terme, ça c'est clair. Frédéric, on peut redire un mot du pétrole. Alors je sais pas, le Brent et le WTI valent le même prix aujourd'hui. Est-ce que c'est significatif, c'est anecdotique, ça arrive souvent, rarement, Frédéric? Il y a des phénomènes aujourd'hui de stockage assez importants. Je pense que tout le monde a vu cette histoire de supertankers qui font des ronds dans l'eau au large du Texas. Il y a quasiment 30 millions de barils aujourd'hui qui font des ronds dans l'eau en attendant que les cours remontent. Donc effectivement, c'est pas anecdotique. Il y a vraiment aujourd'hui la volonté de beaucoup d'autres pays de pas vendre sur des niveaux extrêmement faibles. Il y a vraiment une inquiétude réelle, parce qu'on sait il y a beaucoup de pays, par exemple, je prends un exemple qui est proche de nous, comme l'Algérie, ça représente 1/3 du PIB, et leur recette fiscale, c'est quasiment 62% issus des hydrocarbures. Lorsqu'on sait que ces recettes ont été multipliées par 6 les 15 dernières années, on imagine que l'effondrement des cours et l'incidence que ça peut avoir sur les déficits budgétaires de l'ensemble de ces pays, la Corne africaine par exemple, c'est quasiment 60% du PIB. Donc il y a le vrai risque de déstabilisation si le niveau du brut ne se stabilise pas, et je pense qu'on sera extrêmement vigilant par rapport à ça. On a vu notamment le Venezuela qui est en train de sauter, on voit les difficultés du Brésil et d'autres pays producteurs, même ça touche actuellement le Canada. Donc il y a une vraie sensibilité, et c'est pour ça que je crois qu'on va trouver quand même dans les mois prochains une forme de stabilisation autour des $30. Bon, en tout cas c'est vrai que du côté de l'OPEP là, voilà, ça n'a plus de cartel que le nom, parce que franchement on a l'impression que c'est un peu chacun pour soi, et surtout pour l'Arabie Saoudite. Le pétrole qui se stabilise avec, je le disais, la convergence des prix entre le Brent et le brut léger américain autour de $36,45 grosso modo, et le CAC 40 qui termine en légère progression, plus 0,05% ce soir, 4567 points. Merci Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. On va marquer une dernière pause dans ce club de la bourse. On se retrouve avec nos invités dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Tous les jours sur BFM.